quand on dit couple ici, et quand on parle de désir sexuel qui diminue, ça peut venir de tout un tas de choses avant un désamour éventuel. Ça peut être qu'on se désire moins sexuellement, pas affectivement. AVS avec Philippe Robichon. Vous savez que le mardi AVS, c'est à votre sexualité avec un petit nouveau, il s'appelle Nader Alami. C'est la première fois qu'il vient aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour à tous, merci de me recevoir. C'est avec plaisir, vous êtes psychosexologue, diplômé de l'école de psychosexologie de Paris. Vous êtes historien de l'islam. Des religions, voilà. Et vous êtes coach en bien-être. Vous avez fondé un institut qui s'appelle Célibérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle 19 thèmes sur la sexualité des musulmans, dont on parlera au cours de ces émissions. La thématique aujourd'hui, c'est le couple tue-t-il le désir sexuel. Alors, il existe une idée reçue, une idée toute faite au sujet de la sexualité, c'est que le couple tuerait le désir. Alors, est-ce que c'est une idée toute faite ou est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est un peu les deux. Ça dépend de comment on vit le couple, évidemment. Et d'abord, il y a une réalité qui, elle, n'est pas une réalité toute faite, mais une réalité de fait. C'est qu'aucun couple ne ressemble à un autre couple. Je n'ai, moi, jamais vu de couple qui se ressemble. D'accord ? On peut faire deux, mais ça sera le seul point commun. C'est-à-dire que ce qu'on va dire, ce sont des généralités, mais effectivement, chaque couple a sa propre magie, à son propre énergie. Système. Chaque couple invente le couple. Voilà. Chaque couple invente le couple et vous pouvez avoir deux frères qui épousent deux sœurs, deux frères du même père et de la même mère, deux sœurs du même père et de la même mère qui feront couple, mais ce ne sera pas pareil parce que le système, les deux structures psychiques qui se seront rencontrées et qui feront système, eh bien s'arrangeront pour faire un système à part, un système à eux et à eux seuls. Il faut dire que vous, les thérapeutes au cabinet, vous avez plutôt l'occasion de voir des gens qui fonctionnent mal. Ah ben surtout, que des gens qui fonctionnent mal. Ceux qui vont bien viennent pas vous voir. Ils ont bien raison. Je vois pas pourquoi ils viendraient s'embêter à se chercher des soucis. Quoique, il est toujours, je dirais intéressant. Il y a deux types de couples là, effectivement. Pour répondre à cette question-là, il y a ces couples qui dès les premiers signaux, sont alertés, et il y a des couples qui attendent que ça aille vraiment très, très mal. Donc, si un conseil à donner, c'est que dès qu'il y a quelques signaux qu'il faut relever et ne pas laisser de place aux non-dits qui finissent par devenir plus problématiques dans la relation, il vaut mieux se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose qu'on doit revoir entre nous dans notre relation, plutôt que d'attendre que ça prenne des ampleurs plus importantes. Plus importantes, mais souvent quand ça va un peu moins bien sexuellement, le couple peut l'interpréter comme un désamour. Oui. Comme alors, elle m'aime moins ou il m'aime moins. Alors, est-ce que c'est un signe de désamour ou ça n'a rien à voir ? Alors d'abord oui, cette interprétation elle est là. C'est-à-dire que vous avez effectivement, alors il y a notre ego. C'est moins qu'avant en fait, voilà. Voilà bon. Alors il y a notre ego qui peut en prendre un coup. Je suis moins désiré. Pourquoi me désire-t-il moins ? Pourquoi me désire-t-elle moins ? Donc ça effectivement, ça entre en ligne de compte. Mais je dirais que attention à ne pas partir trop vite dans ces conclusions là. Vous savez, quand on dit couple ici, d'abord, et quand on parle de désir sexuel qui diminue, ou qui diminuerait, ça peut venir de tout un tas de choses avant un désamour éventuel. Pas du tout. C'est pas parce qu'on s'aime moins. Pas du tout. Enfin, ça peut arriver. Mais est-ce que ça veut dire pas ce que j'ai vu le plus désire moins ? Alors, ça peut être qu'on se désire moins sexuellement, pas affectivement, pas dans la relation. Voilà, on s'aime vraiment. Il y a du câlin, il y a du besoin de l'autre, mais il y a. Vous savez, c'est difficile de faire semblant avec le désir sexuel. Oui. Il y a des fois j'entends, mais tu pourrais faire un effort. Non, en réalité, quand je désire, j'ai même pas besoin de faire un effort. C'est plus fort que moi. Vous voyez ? Donc, au contraire, je devrais faire un effort parfois pour me retenir. Mais l'idée, c'est que il ne faut pas, ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne faut pas partir tout de suite dans des conclusions trop hâtives qui sont erronées.
très souvent, n'est-ce pas, celle d'un désamour éventuel. Ça peut être ça, mais c'est loin d'être toujours cela. Ça peut être des choses en amont qu'il faut vérifier. Voilà. On verra lesquelles. Beaucoup de gens pensent que le fait de s'installer ensemble, de faire couple, de s'installer, de vivre sur le même toit, c'est mauvais pour la libido. Oui. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on vérifie ou pas ? Alors, c'est quelque chose qu'on vérifie, mais on se trompe de cause. Ouais. De cause. Si vous voulez, on a cette idée, effectivement, que le quotidien tuerait la libido, serait un ennemi de la libido. D'accord. Mais moi, je dirais que c'est pas le quotidien. C'est l'ennui. Et c'est différent. Le quotidien peut être très intéressant en réalité pour la libido. Hein. Mais laisser s'installer quelque chose qui n'est pas le quotidien, on peut avoir un quotidien qui n'est pas ennuyeux, mais avoir un quotidien qui, lui, est ennuyeux, là, effectivement, on est en phase de connaître cette crise, ce trouble du désir. Donc ce ne serait pas le quotidien, mais plutôt l'ennui. C'est l'ennui au sein du couple. Alors on va peut-être définir ce que c'est que la libido pour tout le monde, parce que libido, c'est un mot que tout le monde, on a l'impression que tous de connaître, mais qu'est-ce que la libido et ça fonctionne comment, la libido ? Vous savez, on parlait tout à l'heure de religion, avec un S, et vous avez, on dit que c'est une religion, une philosophie de vie, mais une religion, qu'est-ce donc sinon qu'aussi une philosophie de vie ? Vous avez le taoïsme, j'aime bien cette définition un petit peu chez les gens du Tao. L'univers est en marche. Et nous sommes intégrés dans cet univers. Et tout est une question, en fait, dans cette marche, de désir. C'est-à-dire qu'en réalité, à quelques exceptions près, elles existent, on pourra en parler une autre fois, tout est une question de désir, et donc je suis programmé pour désirer. Je désire en moi-même, déjà. D'accord ? Et c'est ça qui me fait évoluer, qui me fait grandir. Je commence par me désirer moi-même. Puis je désire l'autre pour faire, justement, couple, pour faire en sorte, après, qu'il y ait des fruits issus de ce couple, à savoir des enfants. Alors, la libido, c'est le désir. C'est ça. Si on pouvait le traduire d'une manière simple, c'est surpasser le désir de moi-même pour désirer l'autre. Mais le désir continue. Et désirer l'autre passe par du désir sexuel. Freud parle d'une pulsion de vie. Il n'est pas le seul, mais on parle de pulsion de vie. Donc la libido, c'est à mettre aussi dans cet ensemble-là de tout ce qui est pulsion de vie, désir de l'autre, faire avec l'autre, désirer sexuellement l'autre. Et on parle de crise de la libido quand il n'y a plus justement de désir sexuel. Mais ça fonctionne comment, la libido ? C'est fragile ? C'est très délicat. C'est effectivement très délicat. Parce que, et surtout, alors il y a une particularité ici intéressante, ça peut... c'est tellement délicat que ça peut être cause, si c'est pas justement pris en compte de manière subtile et délicate, causer d'autres troubles que cela. Je parle ici par exemple du trouble de l'érection chez l'homme, mais je parle aussi du vaginisme chez la femme. C'est-à-dire que ne pas considérer que c'est très important, cette question du désir, et même, ne pas considérer que c'est important, mais pire que cela, je dirais, combattre l'idée que c'est une bonne chose, donc instaurer un climat où dans l'ambiance c'est considéré parce que pas instruit, parce que pas non dit, ou parce que pire que ça dit, mais de la plus mauvaise des manières, combattu parfois même, eh bien ça a ces répercussions-là que nous retrouvons ensuite chez les gens, et ça fait personne malheureuse, couple malheureux, puis nous sommes ensuite dans les conséquences que nous connaissons parfois. Alors on se met en couple, parfois on s'aime bien, oui. On coche beaucoup de cases, mais on se désire pas trop sexuellement, et on se dit, de toute façon ça viendra bien, l'appétit vient en mangeant. Est-ce que finalement, le fait de se mettre en couple et de vivre ensemble, ça aide les choses, ou si on n'a pas envie l'un de l'autre dès le départ, ça bougera pas ? Écoutez, ça dépend, comme je disais tout à l'heure,
les couples ne se ressemblent pas. Aucun couple ne se ressemble. Et chez les individus, moi j'ai tendance à classer les individus en 3 groupes. Ce que j'appelle, alors premier groupe, dans le désordre, premier groupe, les sexophiles. C'est-à-dire que ce sont des gens pour qui la sexualité est quelque chose de très important. Voilà, homme ou femme. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans leur être. Et puis vous avez, entre les deux, vous avez ce que j'appelle les intermittents. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a pas, voilà, il y a de temps en temps, c'est très bien et on est content. Et puis vous avez un autre groupe qui est celui des sexophobes. Alors, peut-être que sexophobe est un peu trop fort, mais bon, je garde ce mot juste pour bien marquer. Sexophobe, ça veut dire qu'il n'aimerait pas la sexualité, qui n'aime pas, pour qui s'il n'y a pas quelque part tant mieux, c'est pas quelque chose, voilà, il y a pas, ils sont pas du tout dans cette, parce qu'il y a aussi un autre problème, c'est dans nos sociétés actuellement, aujourd'hui, cette injonction au sexe. C'est-à-dire s'il n'y a pas de sexe, ça va pas. Donc eux sont de l'autre côté, il y a. Voilà, s'il n'y a pas quelque part, tant mieux. Je suis pas. Mais c'est quoi, c'est de l'indifférence ou indifférence. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas de désir, à la base, même. Vous savez, il y a ou il n'y a pas, ça change rien, finalement, pour eux, c'est pas important. C'est pas important, c'est pas quelque chose de fondamental pour eux. Au contraire de celui ou de celle qui est du premier groupe, sexophile. Alors, évidemment, quand on ne se connaît pas et qu'on parle de tout un tas de choses, sauf de cela, et que vous mettez un ou une sexophile avec un ou une sexophobe, c'est très compliqué dès le départ. Puisqu'il y en a un pour qui c'est fondamental, à la limite, tout le reste passe après. Et il y en a un pour qui, justement, c'est contraignant. C'est un labeur. Voilà. Alors, vous pouvez mettre un ou une sexophile avec un intermittent, ça passe. Et même, je dirais qu'il peut calmer, il ou elle peut calmer parfois un peu les ardeurs de l'autre, qui, voilà, pour qui c'est parfois un peu trop important. Et, ou un ou une intermittent avec un ou une sexophobe. Ça peut aussi se négocier. Voilà, on peut chacun faire un effort de son côté. Mais les deux autres, là, sexophiles et sexophobes ensemble, là, tout de suite, on entre dans ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y aura forcément une frustration. Forcément, surtout du sexophile, du ou de la sexophile, qui a besoin, c'est l'énergie qu'il va chercher dans sa vie en fait. Il en a absolument besoin. Il est ainsi, il ou elle est ainsi, et donc ça peut, là il y a forcément frustration. Et de l'autre côté, il y a pas la même frustration, il y a une autre frustration, celle de pas contenter son conjoint ou sa conjointe, celle de pas être celui ou celle que tu aurais voulu que je sois. Alors, il y a des milieux où on en parle et puis il y a des milieux où on met ça sous le tapis. Est-ce que ce sont des questions qu'il faut aborder dès le départ ou il faut laisser la place à la découverte? C'est un peu les deux, je dirais, parce que aborder dès le départ, à partir de quand commence le départ et quand est-ce qu'il se termine? Quel est ton profil, si on va voilà, en phase de découverte? C'est quoi ton profil ton profil sexuel? Sexuel, ouais. Ouais, c'est compliqué. On peut tout de suite se dire que tiens, mais il est très étrange cette personne de me parler comme ça. On vient de se connaître, on va y aller mollo, et ça peut se comprendre. Je pense que il faut, après chacun aura sa méthode là-dessus, mais si on est vraiment sexophobe ou sexophile, il faut trouver un moyen de le faire savoir délicatement, de trouver les mots qu'il faut. Faites attention, l'autre, vous pouvez aussi, attention à pas choquer, vous n'êtes pas là pour choquer qui que ce soit, mais en tout cas, si c'est quelque chose de tout à fait fondamental pour vous. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'ensuite, on a des couples qui sont malheureux à cause de cela. À cause de cette mésentente sexuelle. Il y a une plainte sexuelle qu'on entend, et c'est là qu'on se dit, peut-être qu'il aurait mieux valu trouver un petit peu comment en discuter de manière toujours courtoise, polie, honnête. Mais voilà, par prévention, parfois quand on... Si on est aux extrémités, oui, il faut trouver le moyen, avant de se mettre en couple, d'aborder le... Si on est aux extrémités, comme vous dites, Philippe, absolument, ouais. Le sujet. Ouais. Alors, et il y a une autre chose que moi j'ai pu remarquer aussi, c'est que justement avec C'est Libérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple, vous savez, nous on travaille beaucoup justement sur c'est fondamental chez nous, sur cette question du couple. Effectivement, vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui rechignent un petit peu à se mettre en couple. Alors,
pour un tas de raisons, mais il y a aussi pour certains cette raison-là de la crainte, justement, de ne plus désirer, que de laisser une espèce d'ennui, justement, s'installer si on se met en couple, alors que... ce qu'on recherche, c'est les papillons dans le ventre. Exactement. On est passé de la recherche constamment d'émotions à vivre. Et ça peut poser effectivement pour certaines personnes, en fait, le fait de reculer, de pas s'engager. Avec Nader Alami, ce matin, qui est psychosexologue et qui a fondé C'est Libérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Alors, existe-t-il un paradoxe de la vie à deux et le couple tuerait le désir sexuel? Est-ce que c'est ça le paradoxe de la vie à deux? D'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'on se met à deux souvent parce qu'on se désire, justement. Parce qu'on se désire et parce qu'on se désire sexuellement. C'est l'une des raisons principales. Il y a plein de raisons sociales aussi qui font qu'on se met à deux. Mais l'une des plus importantes au cas, c'est on s'aime et puis on décide de vivre à deux, de faire couple. Et puis quand est-ce qu'il apparaît justement ce trouble du désir? Alors très souvent, je dis pas tout le temps, mais très souvent il apparaît à la naissance de l'enfant. Voilà. Et pas à la naissance du premier. Parce que le premier, c'est un petit peu l'enfant qui vient justement valider notre... On a bien raison d'être ensemble, la preuve. Il y a ce fruit merveilleux qui est notre enfant. Il vient consolider notre amour. Il apparaît souvent, pas tout le temps encore une fois, à la naissance du second enfant. Où là, on s'inscrit plutôt dans le début d'une famille. Et donc, avec toutes les charges que cela comprend, avec toute la responsabilité que cela comprend, et avec tout le temps en moins que nous avons l'un pour l'autre. Voilà. Là, maman est occupée avec les enfants. Là, papa est lui-même occupé avec les enfants, avec les responsabilités du foyer. Là, on s'inscrit dans la gestion d'un foyer. Et ça, effectivement, mal géré, ça peut être, c'est très souvent, en tout cas, la raison pour laquelle s'installe un manque de désir dans le couple. Donc, très souvent, naissance du second enfant. Attention, n'allez pas... tout sur le vérifier second enfant, c'est ta faute. Non, il faut c'est pour ça que c'est important d'en parler aussi, se dire tiens, ne nous oublions pas. N'oublions pas le couple conjugal pour le couple parental. Trouvons comment faire les deux. Voilà, comment vivre pleinement les deux. Voilà, s'aménager des instants pour soi, pour monsieur et madame, et nous n'avons pas cessé d'être Mohamed et Fatima. Je continue d'être Mohamed jusqu'au bout, je continue d'être Fatima, le mariage n'arrête pas. Vous êtes plutôt ancienne génération, là, Mohamed et Fatima. Voilà, les classiques. Taquine, c'est un classique, oui, on était dans les classiques. À noter qu'on parlait de la libido tout à l'heure. La libido, c'est quelque chose de dynamique, ça fluctue, c'est pas toujours au même niveau, il y a des hauts et des bas. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut pas s'inquiéter. Voilà. Alors généralement, d'ailleurs, c'est comme dans tous les troubles. Si je pense aux troubles érectiles, il faut pas s'inquiéter parce que une fois ou deux fois ou trois fois ou quatre fois, je sais pas. Je connais une panne. Généralement, on se dit, il faut attendre. Généralement 3 mois. 3 mois avant de se dire, là, si au bout de 3 mois, vraiment, ça va pas, là, il y a un vrai problème. Parce que, il y a une chose que je pense qu'il est important de dire. Nous sommes encore loin de connaître le fonctionnement du corps humain concernant justement la chose sexuelle. Je vous rappelle, on est passé par des siècles de silence sur cette question-là. Donc nous sommes, en fait, en sexologie, moi je pense que nous sommes encore au balbutiement de cette science qui, je l'espère, deviendra véritablement reconnue comme une science fondamentale pour toutes les sociétés humaines, parce que jusqu'à nouvel ordre, nous sommes, vous, moi,
toutes les personnes qui sont sur ce plateau, le résultat, le fruit d'une relation sexuelle. C'est vous dire si c'est important. Donc, et pourtant, silence radio, si j'ose dire, pendant des siècles sur cette question-là. Ça m'a fait peur quand vous avez commencé à nous montrer du doigt. J'ai dit, qu'est-ce qui va nous arriver? On s'en sort bien. Ça va. Est-ce que le fait de se mettre en couple, c'est d'une certaine façon, c'est la sécurité, hein, est-ce que la sécurité, c'est mauvais pour le désir sexuel? C'est ça que je me dis que d'une certaine façon, t'es là demain, tu seras là après-demain, bon, il n'y a plus d'urgence. Ça nous renvoie à la question de ce que je disais tout à l'heure, l'ennui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de terre à conquérir, de terre à explorer. L'ennui vient du manque de mystère, où je crois en tout cas que l'autre est totalement acquis. Je n'ai plus rien à découvrir chez l'autre. Et ça nous inscrit justement dans croit-on, un sentiment de sécurité qui va générer de l'ennui. Et si cet ennui s'installe au quotidien, c'est-à-dire que je sais que je te quitte le matin, je te retrouve le soir, il y a zéro surprise. Or, justement, là, mais on se trompe, puisque, très franchement, la vie, quand on y regarde de près, la vie est pleine de surprises, et pas que de bonnes surprises d'ailleurs. Oui. Mais c'est le principe des surprises. Hein. Ouais, exactement. Donc, attention à ne pas se croire, parce que c'est faux, nous ne sommes pas en sécurité. Mais, vous savez, le premier organe sexuel chez l'humain, c'est le cerveau. C'est pas son sexe, que ce soit l'homme ou la femme, c'est son cerveau. Et de soi-même, ou qu'on nous ait mis ce sentiment de sécurité dans notre cerveau, je crois effectivement que ça a été l'une des pires choses qui soit pour la libido. Alors, quand je préparais cette émission, moi, je fais partie plutôt de ceux, je fais un scoop, qui part du principe que plus tu fais avec la même personne, mieux c'est, avec le temps. Et donc ça, c'est peut-être une autre génération. Mais finalement, il y a aussi cette idée que, voilà, vous connaissez bien l'autre et que l'autre vous connaît bien et que finalement, avec le temps, vous avez mis sur pied des scénarios qui font que vous êtes confortable et que c'est de mieux en mieux. Ouais. Ça peut aussi fonctionner comme ça. Là, on parle de la routine, mais la routine peut être aussi, d'une certaine façon, une amie. Oui, exactement. D'accord ou pas? Non, complètement d'accord. Je vous ai dit, il y a pas de recette unique pour tout le monde. Vous avez effectivement, des gens, des couples qui continuent. Moi, j'en ai vu qui continuent d'avoir. Après 20 ans de vie commune, je ne vous parle pas de couple, ils sont là ensemble depuis 3 semaines. Après 20 ans de vie commune, qui continuent d'avoir faim l'un de l'autre, qui ne peuvent pas... mais, alors, il faut aussi savoir, pour cela, je crois, mettre dans la relation, parce que moi j'ai toujours tendance à dire qu'une relation, c'est pas 2 personnes, c'est 3 en fait. C'est toi, moi et la relation. Voilà. On est, il y a le fameux système dont je parlais tout à l'heure. Car toi plus moi, et ça fait la relation. Et c'est parfois pas seulement, c'est pas toi ou moi qui souffrons, c'est la relation qui souffre. Voilà. C'est pas un trouble. Ouais, exact. Mais c'est pas un trouble, mais comme je vous connais pas, je regarde où vous réagissez en fait. Mais effectivement presque. Donc il faut savoir aménager dans la relation, je dirais, des espaces où chacun se sent un peu pas complètement dépendant de l'autre. Il faut savoir vivre intelligemment une relation. Je dois pas me sentir... Alors voilà, il y a un mot qui revient. Je me sens en prison. Je me sens en prison dans la relation. Ça, c'est pas possible. Surtout à des époques où l'on vit de plus en plus longtemps. Surtout à des époques où on a ce sentiment de sécurité. Donc, avoir un sentiment de sécurité très longtemps, c'est très... Je suis vraiment pas dans la théorie, je suis dans les cas pratiques. C'est vraiment pas bon pour justement pour la libido, pour le désir sexuel. Faut savoir aménager des moments où on n'est pas forcément collé à l'autre H24.
Voilà, tu as ta vie par ailleurs, j'ai la mienne, on vit intelligemment l'espace de l'autre. On est même quelqu'un qui veut aider l'autre à se développer, parce que tout le bonheur qu'il va développer dans sa petite sphère à lui, me reviendra en mieux, parce que une personne heureuse, un soleil va forcément ses rayons vont faire que je serai moi aussi illuminé. Alors vous voyez en consultation des couples qui viennent vous voir justement pour une perte de désir sexuel. Vous intervenez à quel moment, dans l'idéal, en tant que thérapeute? On intervient d'abord quand ils le demandent. Voilà. Et très souvent d'ailleurs, c'est intéressant, et vraiment très souvent, ce sont les femmes qui demandent la consultation pour le couple. Je parle ici de couple. Donc c'est-à-dire que ce sont des femmes qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent à leur conjoint, ça ne va plus, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai de mémoire comme ça, j'en ai mais rarement vu des hommes prendre cette initiative. Donc ce sont le plus souvent des femmes qui m'appellent pour me dire, dans mon couple, ça ne va pas, il faut qu'on vous voie, et qui même donnent un ultimatum à l'homme. Voilà. Si tu veux que ça continue et dans les meilleures conditions entre nous, tu viens. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'on intervient, donc évidemment à la demande, et puis ensuite, il s'agit effectivement de bien écouter ce qui est dit et de bien écouter ce qui n'est pas dit, et parfois même de faire répéter, parce que, attention, j'avais une collègue qui me dit, ouais, mais pourquoi tu fais répéter? Mais je fais répéter parce que même quand ils disent la même chose, ils ne le disent pas de la même manière. Et donnez-nous un exemple de choses que vous entendez et de choses que vous n'entendez pas, par exemple. Alors, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est ça ne va pas avec mon mari, voilà, très bien, d'accord, très bien. Et puis j'annonce la très très bonne nouvelle à madame, que la solution existe. Très bien. Est-ce que vous voulez en entendre parler de cette solution? Et je vois justement, là il y a un non-dit, je vois dans les yeux de cette dame qu'en fait non. La solution ne l'intéresse pas. Alors je me demande, je lui répète que la solution existe et que je peux la lui donner dès maintenant, que vraiment c'est vraiment pas un problème. Et je continue de voir, elle ne me le dit pas, que c'est pas la solution qui l'intéresse. Alors qu'est-ce qui vous intéresse, madame? Et là, en fait, c'est vraiment le premier exemple qui m'est venu à l'esprit là maintenant, c'est parfois vous avez quelqu'un dans le couple qui veut faire payer à l'autre autre chose. Et ici, en l'occurrence, c'était la relation avec la belle-mère. Tu es beaucoup trop proche de ta mère, donc je considère que tu n'es pas assez à moi, donc je m'éloigne de toi, mais finalement je ne suis pas si heureuse que cela de m'éloigner de toi, parce que sexuellement je ne m'y retrouve pas non plus. Donc il y a à la fin, oui, un problème sexuel dans le couple, mais à l'origine c'est pas ça. Qui est juste un symptôme. C'est-à-dire que finalement la baisse de désir, elle n'est pas générée par un problème sexuel. Elle est générée par quelque chose qui est propre au couple, mais qui n'est pas sexuel. Exactement. Et il faut toujours se poser cette question. Il faut toujours... Alors, les gens... Attention. Les gens viennent sincèrement pour un problème donné, qu'ils vivent, qu'ils ressentent et qui les fait souffrir. Mais il faut essayer de voir avec eux s'il n'y a pas des choses autour qui ont généré cela, et qui sont parfois refoulées, qui sont parfois même ou juste oubliées. Ou parfois qui sont ni refoulés ni oubliés, mais qui font partie justement de la chose qu'on ne veut pas dire. Mais ça les aide que cela soit dit. Vous avez des fois dans les séances justement des couples qui se disent des choses qui ne se disaient pas, qui ne se sont parfois même jamais dit. J'avais un couple où ça
à crier dans tous les sens. Stop, on s'arrête. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous taire. Et vous allez vous regarder dans les yeux. Est-ce que le couple tue le désir sexuel? C'est la question qu'on vous pose ce matin, que je pose à mon invité, qui est sexologue et qui est Nader Alami. Vous êtes avec nous au 01 53 48 3000. Et c'est Sophia qui se lance. Bienvenue, Sophia. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Sophia. Bonjour, Sophia. Bonjour, docteur. Vous pensez, vous, Sophia, que le couple, ça tue le désir sexuel ou pas? Eh bien oui, tout à fait. Alors, je me permets de reprendre un petit peu parce que j'ai des échos derrière, je dois éteindre... Alors, si vous avez le haut-parleur... Oui, non, si vous avez le haut-parleur ou le kit main libre, oui, si, voilà. Ah, j'ai le haut-parleur de la voiture. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça fait, ça repasse. Allez, en tout cas, on vous entend très très bien, Sophia. Allez-y. C'est l'essentiel. Alors, je remercie le docteur parce que c'est vrai que je l'ai écouté et je me suis retrouvée par rapport à tout ce qu'il disait. Mais il y a une petite chose qui m'interpelle. Le docteur tout à l'heure disait qu'il fallait laisser une certaine indépendance à chaque personne du couple, à l'homme, à la femme. Et vous parliez donc du soleil, des rayons. Eh ben, moi, dans mon cas, je travaille beaucoup. Et j'ai laissé beaucoup d'espace à mon mari. Et justement, le fait de lui avoir laissé cet espace-là de liberté, enfin, entre guillemets, liberté bien sûr, et il a été ailleurs. Voilà. Il a eu trop de liberté. Jusqu'à quelle limite on peut laisser cette liberté-là? Et aujourd'hui, à force d'avoir été trompée 3 fois, je n'ai plus cette envie. Dès qu'il me touche, je recule, j'arrive plus. Ouais. Et pourtant, j'ai pas envie de le quitter. Ouais. Ah, vous êtes toujours avec votre mari? Sophia, vous êtes toujours avec votre mari? Ah oui, d'accord. Tout à fait. Et lui n'a pas envie de me quitter. Et pourtant, il me dit, mais tu me laisses trop tout seul. Voilà. Alors, jusqu'à où les limites, je me retrouve pas. Voilà. Effectivement, cette question de la liberté, mais rien, malheureusement. Donc là, on sent vraiment qu'il y a de l'amour entre vous, puisque malgré cela, malgré la blessure que vous avez vécue, madame, vous avez décidé, vous dites ne pas vouloir le quitter, vous dites vouloir rester avec lui, c'est bien ça. Et que lui, de son côté, voilà. Lui, c'est pareil, c'est-à-dire que ces tromperies n'étaient pas... Attendez, elle veut rester avec lui, mais vous voulez plus qu'il vous touche, c'est bien ça, Sophia? Oui, tout à fait. Mais en fait, ces tromperies-là, c'était des petites tromperies qui n'ont pas eu de suite. Ouais. Il m'en a parlé. Ah, c'est il pas me vous l'a dit. Vous ne l'avez pas découvert, il vous en a parlé. Alors, la première, je l'avais découverte. Ouais. Et la deuxième, j'ai eu un soupçon et il m'a tout avoué. La troisième, c'était la première qui était revenue. Donc là, je lui ai dit stop, on arrête tout. Et il m'a promis de tout arrêter, de ne plus recommencer. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'amour entre nous. Ouais, on l'entend. Ouais. Mais jusqu'à où laisser cette liberté pour essayer de vivre comme un couple, voilà. Mais je dirais pas normal parce que... Mais Sophia, oui. vous parlez de liberté, mais et en même temps vous parlez de je travaille beaucoup. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même, attention, la tromperie de monsieur, je pense qu'il a bien compris et il assume que c'est une grave erreur qu'il a faite envers vous. Ensuite, de votre côté, est-ce que lui, il n'est pas en train de vous dire tu travailles trop et moi là-dedans? Est-ce que la relation, à quel moment la relation devient plus importante que le travail? Donc j'entends bien, attention, que socialement on a besoin, on a parfois besoin évidemment de travailler, mais vous dites je travaille beaucoup. Peut-être que aussi l'un vers l'autre vous pouvez faire ce pas de moi je suis effectivement dans l'engagement envers toi et il est tout à fait intolérable que je te trompe parce que c'est la relation que je suis en train
de fragiliser. Mais de l'autre côté, est-ce que vous aussi, vous pourriez, à votre avis, est-ce qu'il serait souhaitable, selon vous, justement pour la relation, de travailler peut-être un petit peu moins et de faire ce pas vers lui, parce que la liberté, c'est peut-être pas la vraie question, parce que aujourd'hui, quelqu'un qui veut prendre sa liberté, il la prend. On ne peut pas empêcher quelqu'une de prendre la liberté si il ou elle a envie de la prendre. Vous ne pourrez pas le faire quand même vous le voudriez ardemment, Sophia. Comment empêcher un homme de vouloir être libre, ou empêcher une femme de vouloir être libre dans notre société? Que quelqu'un m'explique. C'est difficile. Mais c'est ne pas l'étouffer, tout simplement. Ne pas être étouffé. Ah bah oui, mais oui, il faut pas étouffer quelqu'un, on est bien d'accord, je crois. Donc ne pas l'étouffer, c'est lui laisser une certaine liberté. Non, mais bien sûr qu'il ne faut pas étouffer quelqu'un. De toute façon, ça aurait un autre résultat qui ne serait pas non plus souhaitable pour la relation. Tout à fait. Et moi, je ne suis pas quelqu'un... Je ne suis pas collante. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va l'appeler 40 000 fois dans la journée. Tu es, qu'est-ce que tu fais? Moi, je souhaite une relation avec de la confiance. De la confiance, oui. Voilà, moi, il faut qu'elle soit basée sur la confiance. Et chacun son petit jardin secret, mais pas dans l'extrême de la tromperie, voilà. Oui. J'espère qu'il l'a entendu. Oui, mais lui me reproche justement d'être trop éloigné, mais c'est parce que c'est mon tempérament et mon travail. Je voyage beaucoup, donc... alors, une relation doit être d'abord basée sur de la confiance, oui, du respect, bien sûr. Et aujourd'hui, et avec tout ce qu'il y a eu, aujourd'hui, ma libido, c'est une catastrophe que j'ai plus du tout. Je supporte même plus qu'il pose sa main sur moi. Et pourtant, on n'a pas envie de se séparer. Ouais. Il me demande, il me recherche, mais je n'arrive pas. Alors, est-ce que on est arrivé à la fin Est-ce que quand vous êtes en voyage, vous éprouvez du manque? Est-ce qu'il vous manque? Vous dites que vous voyagez beaucoup. Oui. Ça peut vous aider, ça, à justement... donc, il vous manque, vous l'appelez, vous essayez d'instaurer... Quand vous êtes déjà parti en voyage avec lui? On voyage beaucoup. Voilà, mais ensemble, beaucoup, mais seul, c'est-à-dire lui, pas avec vous. Vous le faites aussi? Moi, je suis hôtesse de l'air. Ah, d'accord. Et je voyage beaucoup. Lui, non. Il n'est pas dans mon domaine. Ouais. Donc, moi, c'est des voyages professionnels. Et puis, on a des voyages qu'on fait, mais indépendamment, chacun de son côté. En vacances, non. C'est toujours ensemble. Je vous pose une question, vous n'êtes pas obligé de répondre, bien évidemment. Mais avant cela, est-ce que la relation était au beau fixe sur le plan intime? Est-ce que vous alliez naturellement l'un vers l'autre? Pardon? Fusionnel. On était très... ah ouais. Et ben voilà. Et ben fusionnel. Quand on emboîte les deux mains ensemble, avec les doigts, on était comme ça, voilà. Et on a les mêmes optiques, les mêmes choses, on aime faire les mêmes choses. Ouais. Voilà. Donc, on est vraiment très très proches. Ouais. D'où le degré, mais madame. Il s'est éloigné. Oui. Non, finissez cette phrase, pardon. Il s'est éloigné. Il s'est éloigné sûrement parce que je n'étais pas très très proche de lui, mais je suis de nature comme ça. Ouais. Et là, avec ces tromperies, j'aspire même pas à vouloir... j'ai envie qu'il soit à côté de moi, mais je supporte pas qu'il pose sa main sur moi. Vous avez été blessée, madame. Vous savez, quand c'est très fusionnel... Quand c'est très fusionnel, ça, c'est super, on se dit c'est magnifique, mais il y a le revers, si vous voulez. On est tellement fusionnel que tu peux pas me faire ça à moi. Vous voyez ? Donc on a tous de l'ego. Vous avez trouvé la phrase qu'il fallait. Voilà, et je m'attendais vraiment pas que tu me fasses ça à moi. Donc, mais ce serait vraiment dommage que vous en restiez là. On entend que vous tenez l'un à l'autre, madame.
Et Oui. vraiment, moi, je trouve ça dommage que vous en restiez là. Peut-être faudrait-il consulter oui. un. J'ai envie de vous voir avec mon conjoint. Et... Vous êtes la bienvenue. Voilà. Mais n'en restez pas là. Oui, parce que vous avez bien posé de toute façon le débat. Donc, pour vous, c'est clair. Donc, effectivement, vous relevez peut-être de la thérapie de couple. Je crois. Il y a une conjugopathie. Et comme je n'ai jamais... Vous savez, je suis musulmane, algérienne. J'ai une éducation assez stricte avec les parents. Dans ma tête, dans mon éducation, déjà de base, on m'aurait pas dit si un jour dans ton couple ça va pas, tu as la possibilité d'aller voir un thérapeute. Ouais. Et justement, grâce à Beurre FM, et puis donc au docteur, et ben vous donnez cette envie justement de pouvoir sauver mon couple. Je vous aurais pas écouté, je n'aurais jamais été vers un thérapeute. Voilà. Bah, écoutez, j'en suis heureux. Bien. En tout cas, Sophia, c'était un plaisir de parler avec vous. Et puis, bon voyage, puisque vous êtes en pleine destination. Là, vous allez où, là? Là, oui, vous allez où? On sent que vous êtes sur le trajet, là. Alors, à New York. Oh. La vie est difficile. Voilà. Bon, merci. Oui, bon, c'est un plaisir. Voilà. Bien sûr que c'est un plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Beurre FM, je vous écoute souvent. J'ai écouté ce matin l'émission avec le président de la fédération de football algérienne. Et j'aime le football. Et voilà, en vous écoutant, et ce que vous avez proposé comme émission, on a de l'espoir pour l'Algérie pour aller très loin. Merci Sophia et bon voyage. Merci. Au revoir. Merci docteur. Pour avoir le numéro du docteur, restez en ligne. On va vous prendre au standard, Sophia. Merci. Nader Alami, je rappelle que vous publiez 19 thèmes sur la sexualité des musulmans. C'était votre première émission qu'on réécoute en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci et très belle journée santé sur Beurre FM. Merci Philippe, merci à toute l'équipe de Beurre FM. Au plaisir, à bientôt.